Aujourd'hui, Itinéris vous emmène dans la vallée de la Bruche. Axe de passage est-ouest au travers des Vosges barinoises, la haute vallée de la Bruche est située aux marges de l'Alsace et de la Lorraine. Une histoire étonnante se raconte dans cette région, à cheval entre deux nations, la France et l'Allemagne. Des balades plaisir s'organisent chaque été. Jean-Marie se fait un point d'honneur d'emmener les promeneurs en faisant partager son savoir. Car voici près de 40 ans qu'il use ses semelles sur ces chemins. Entre Thonon et Champ du Feu, d'un sommet à l'autre, la Bruche est un paradis de randonnée. Donc, comme vous pouvez le constater, le paysage est assez impressionnant. C'est un paysage essentiellement de forêt, avec une vue qui porte au loin, sur le plateau lorrain, sur les Vosges, sur la vallée de la Bruche. Derrière vous, mais on ne le voit pas, mais on verra tout à l'heure, ce sont les Vosges, les forêts noires, avec une vue sur l'Allemagne. Et puis là, on aura fait un tour complet, 360 degrés. C'est un sommet qui est un peu à l'écart des autres, qui appelle une espèce de direction à suivre. Et puis, plus récemment, c'est que lorsque l'Alsace a été distraite de la France, et la nouvelle frontière entre la France et l'Allemagne passe juste au pied du Thonon. Et à partir de ce moment-là, le Thonon, il a servi de point d'observation pour les Allemands, notamment pour guetter une attaque éventuelle de la part de la France, puisque le ressentiment donc a duré quand même assez longtemps. Et c'était vraiment un poste militaire de premier ordre. Et puis là où le Thonon rentre vraiment dans l'histoire, c'est quand les Romains prennent possession du Thonon. Il y avait d'ailleurs une route romaine qui était aborné avec des bornes milliaires. Et donc c'était vraiment un centre romain très très important. En redescendant, petit pique-nique pour profiter de la quiétude du lieu. Car ici, paraît-il, les ondes sont bonnes. Généralement, vous savez quand même, le Thonon il a plus de 1000 mètres d'altitude. Et venir ici, c'est un petit exercice physique. Alors, quand au bout de course, on peut prendre quelques forces, c'est très agréable. Il y a des forces telluriques très bénéfiques qui mettent un appétit d'ailleurs. Mais les ondes n'ont pas toujours été favorables dans la région. En tant que région frontière, les conflits se succédèrent. On plonge dans l'histoire au travers d'autres balades. On les appelle les chemins des passeurs. Le rôle du passeur, c'était d'aider à des gens de la vallée de la Bruche qui voulaient quitter l'Alsace annexée à rejoindre le département des Vosges, qui était la France occupée. Mon père a fait ça de 41 à 43. Il a aidé, d'après lui, environ 60 à 70 personnes à passer dans les Vosges. Là, c'était risqué, oui, parce que surtout après 1942, quand les Allemands avaient décrété l'incorporation de force des Alsaciens, les gardes frontières avaient ordre de tirer à vue sur tous ceux qui passaient dans ce chemin-là, vers Salm. Hubert Ledigue, père, risqua sa vie plusieurs fois. Sa double identité lui apporta une sécurité relative, mais elle rappelle surtout qu'en Alsace, on changea souvent d'identité. Ces gens symbolisent effectivement une population qui, au cours d'une seule vie, peut changer 4 fois d'identité. Alors changer d'identité, ça ne veut pas juste dire changer de papier d'identité, il faut s'adapter à tous ces changements, il faut changer de langue, de régime politique, d'habitude. Le mémorial de l'Alsace-Moselle, à Schirmeck, construit en 2005, rappelle l'histoire étonnante de ses habitants de la Bruche et de manière générale de l'Alsace, qui furent tour à tour allemands en 1870, puis français en 1918, non sans mal. C'est l'Europe qui nous a donné cette paix. Pour la première fois, l'Alsacien peut être ce qu'il est vraiment, franco-allemand. Changer de nationalité, changer de langue, changer de régime politique, changer de beaucoup de choses en ayant des racines dans sa famille des deux côtés. C'est extrêmement inconfortable et c'est devenu extrêmement dramatique lors de la Deuxième Guerre mondiale lorsqu'il a fallu se battre éventuellement l'un contre l'autre. Le témoignage le plus parlant de cette dualité alsacienne, c'est le fort de Mutzig, dont Bernard est le fervent gardien. Il préside une association franco-allemande de sauvegarde du fort.
Alors en 1893, on met en chantier cette fortification dont la mission consistait à barrer la plaine d'Alsace pour empêcher l'armée française de remonter le long du Rhin et menacer les arrières du plan Schlieffen qui passait par la Belgique pour attaquer la France. Donc cette fortification est en même temps un prototype. C'est la première fortification moderne dans l'histoire. Premier emploi du béton, premier emploi de la tourelle cuirassée et premier emploi du courant électrique dans une fortification en 1893. Le fort de Mutzig se raconte en superlatif. 22 ans de construction, 250 millions d'euros et 40 000 mètres carrés de superficie souterraine. 7 000 hommes pouvaient ici vivre pendant 3 mois d'autarcie totale, dans une promiscuité absolue, 25 par chambrée. Mais l'on fait tout pour qu'aucun soldat ne puisse s'isoler, même dans les latrines, empêchant ainsi les suicides. La nuit du 18 août 1914, le fort tirera 291 coups de canon et repoussera les troupes françaises. Une seule nuit d'activité, une seule, mais une belle leçon de technologie pour l'époque et de stratégie militaire. 25 ans plus tard, l'histoire se répète, plus folle encore. Nous sommes au camp de concentration de Natzwiller, le Struthof, lieu de mémoire alsacien. Il faut savoir que le camp de concentration de Natzweiler a été construit par les nazis suite à la découverte en 1940, après l'annexion de l'Alsace de fait, d'un filon de granit rose. Donc c'est vraiment l'existence d'une carrière qui a préexisté à la construction de ce camp. Il ne s'agit pas d'un camp de déportation raciale, il s'agit vraiment d'un camp de déportation politique, puisque 56% des déportés étaient des politiques, donc résistants, opposants communistes, même des prisonniers de guerre soviétiques, quelques réfractaires à l'incorporation de forces allemandes, donc des Alsaciens, et c'était vraiment un camp qui avait pour vocation d'utiliser une force de travail, une main-d'œuvre pour l'économie du Reich, et non pas d'exterminer directement en chambre à gaz, comme ça a été le cas pour les camps qui se situaient en Pologne. Entre 40 et 41, les prisonniers vont œuvrer eux-mêmes à la construction de ce camp de concentration, l'un des plus durs en Europe, 40% de taux de mortalité. 107 membres du réseau Alliance seront exécutés par balle dans la morgue la nuit du 1er au 2 septembre 1944. Cette histoire, le Centre européen du résistant déporté ne veut pas l'oublier. Les jeunes générations doivent être les passeurs de demain. Je suis un étranger composé de qualités contradictoires. Je suis à la fois germain et français. Ainsi parlait déjà Jean-Frédéric Oberlin. C'était au milieu du XVIIIe siècle. Nous sommes au banc de la Roche. Les petits d'aujourd'hui viennent découvrir ce que les petits d'hier ont appris de ce mystérieux pasteur protestant. Oberlin, venu vivre ici, 59 ans. Il a fait là un travail tout à fait extraordinaire, à la fois dans le domaine économique et social, mais aussi et bien sûr en particulier dans le domaine pédagogique, puisqu'il a été le fondateur des écoles maternelles et il a formé au 18e déjà les premières conductrices de la tendre enfance. Ce sont les institutrices des écoles maternelles et surtout voulu que cette pédagogie soit fondée sur le plaisir, le jeu. Et la production. En effet, pour Oberlin, il ne faut pas rester inactif. Travailler de ses mains, collectionner, fabriquer. Il a d'ailleurs lui-même créé des outils de connaissance, des cabinets de curiosité, des herbiers, des fiches signalétiques, d'une grande clairvoyance. La région reculée et paysanne jusque-là passe à la vitesse supérieure, sous l'ère de l'industrialisation. De nombreuses usines voient le jour dans l'exploitation du minerai de fer et la métallurgie, puis l'industrie textile. Le cours d'eau fédérateur appelé Bruche sort la vallée de l'isolement. Les aménagements sont entrepris dès le XVIIIe siècle. De riches industriels investissent dans la région. Leurs maisons servent aujourd'hui à accueillir les voyageurs, les jeunes et les familles et font partie de l'AJA, agence de tourisme associatif regroupant des hébergements de qualité à tarifs modérés. Bien sûr, en matière d'hébergement, la Bruche se feuillette aussi dans les logis de France ou encore les relais et châteaux. Comme chez Julien, ou à la Chenaudière, chez Roger Bouassoun, grand chef amoureux de sa région. Là, on a du fenouil. Donc le fenouil, on l'utilise vraiment de différentes... Les graines aussi pour la tisane. Et puis, bon, ça pour le poisson, quoi. Ça ressemble un peu à la fleur d'aneth, mais c'est vraiment magnifique, quoi.
Donc on va aller en cuisine, on va préparer notre petite truite qu'on a pêchée dans la vallée de la Bruche. Et nous voici en cuisine. Roger va se mettre au piano et nous orchestrer un poisson de la Bruche, en commençant par lever les filets, puis découper ces radis roses cuits avec beaucoup d'épices. Des graines de poivre de Guinée, de poivre noir, revenus dans du miel de Colroy, le miel de la région. Il faut ensuite saler et ajouter du vinaigre aux épices, moins rude qu'un vinaigre de vin. Une fois les radis confits, Roger nous prépare un beurre blanc qui se lie très bien avec le poisson maigre. Un peu de persil, nappez ensuite les radis et posez vos filets cuits sur la peau. Je vous ai préparé un filet de truite poêlé sur la peau, radis roses confits de chez nous, du jardin, au miel de Colroy-la-Roche, avec un beurre blanc aux herbes. Et que va-t-on boire avec ça? Du vin blanc d'Alsace, pardi. La surface de production est de 15 000 hectares, répartis sur 119 communes. Nous sommes dans les vignes de Molsheim. La vendange est en cours sur ces terroirs argilo-calcaires qui nourrissent les fameux cépages alsaciens. Gewürz, Muscat, Sylvaner, Pinot blanc et gris et Riesling. Les vins produits sont essentiellement des blancs et des mousseux. Au milieu de ces vignes, de ces villages, forêts, se trouvent 20 000 km de pistes balisées de VTT ou 700 km de pistes cyclo, pour du technique ou du plus tranquille. On emmène des groupes, différents types de personnes, groupes, sociétés, individuelles, pour découvrir la région. Alors pour découvrir la région sous toutes ses formes, c'est-à-dire la forêt vosgienne qu'on voit là derrière, mais également le vignoble comme on est ici, et puis après toute la partie alsacienne. Donc on emmène ces groupes et puis on leur parle de l'histoire, on leur parle de la forêt vosgienne, on leur parle de tout ce qu'il y a à voir ici en Alsace, avec un petit peu de passage, on les emmène découvrir des endroits où ils ne seraient jamais allés tout seuls. Voilà pourquoi Itinéris vous a offert quelques bonnes adresses afin de découvrir ce joli coin d'Alsace trop méconnu qui réclame pourtant toutes les attentions.